Alors, cette semaine, il y a beaucoup de types de problèmes. Dans cette semaine, on trouve tous des types de problèmes sur les membrures axiales. Alors, en ligne, on avait fait les types de problèmes qu'on appelle isostatiques. Je vais en faire encore une couple d'autres aujourd'hui qui sont similaires et poussent un petit peu la matière. Et ensuite, on va faire des problèmes qu'on appelle hyperstatiques. Alors, il y a beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui. Alors, en ligne, on avait fait quelques exemples de début, cet exemple simple. Et ensuite, j'ai fait plusieurs exemples sur comment dessiner le diagramme de force axiale pour ces types de membrures composées. On a plusieurs forces axiales et on doit dessiner le diagramme de force axiale, trouver les contraintes et les élongations ou déplacements dans les membrures. Alors, j'ai fait ce problème ici en ligne. Vous deviez dessiner le diagramme N. Ensuite, on utilisait la formule de la contrainte axiale pour trouver les contraintes. OK? Et ensuite, on a vu comment trouver les élongations. Alors, on a vu ici, pour les élongations, le changement de longueur dans les membrures axiales. C'est cette formule ici. Et on a vu comment la dériver dans la théorie. On utilise juste la loi de Hooke et la formule de contrainte. En combinant ces deux, on peut trouver cette formule pour les élongations. OK? Alors, on a fait ça. Et j'ai fait un autre problème ici, du même type. Et même, j'ai ajouté deux problèmes supplémentaires qui font encore ça. OK? Parce que je trouve que certains étudiants ont des troubles à dessiner les diagrammes de force axiale et c'est pas difficile du tout. Il faut juste savoir la procédure. Alors, ça, on l'a fait. On va faire un autre type. Alors, ça, c'est plus un exemple plus pratique, mais c'est le même concept. Ici, on a une colonne dans un bâtiment multi-étagé et on veut trouver les forces axiales dans les éléments qui sont montrés dans les colonnes et on veut trouver le raccourcissement de la colonne du point C jusqu'au point A. Alors, c'est le même type qu'on vient de voir, mais juste il faut comprendre que c'est le même type de problème. C'est le même concept. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est de dessiner notre diagramme axial. On va juste ajouter quelques informations ici qu'on nous donne. OK, j'ai aussi pas mentionné ça. J'ai mentionné avant, mais cette matière vient dans l'examen. OK, la semaine 5, alors, il faut la faire. Alors, ici, si vous lisez la question, vous avez ici l'aire ABC. Elle est de 3900 mm². Le module EBC, il est de 206 gigapascal. OK, pour celui-là, l'aire AB, c'est 11 000 mm². Et le module, c'est le même. Il est de 206 GPA. OK, alors on est à la page 6, page 7 ici, des exemples 5.1. Alors, première étape, c'est de dessiner ce diagramme axial. OK? J'ai montré comment dessiner ces diagrammes. Il faut faire des coupes et trouver les forces internes dans chaque élément. Alors ici, si j'examine celui-là, je vais faire une coupe ici et une coupe ici pour trouver les forces axiales. Je vais juste vous donner le diagramme parce qu'on a déjà vu trop d'exemples sur ça en ligne. Alors, ici, je vais juste tracer mon diagramme.
Dans l'élément B, C, c'est quoi la force? Ça va être quoi la force dans l'élément B, C? Si je considère cette première coupe, et avant ça, je vais aussi faire quelque chose d'autre. Je vais trouver cette réaction. Alors, on va trouver cette réaction. Donc, si je fais somme des forces equals 0, j'ai moins 400 moins 720 plus RA égale 0. Alors, je trouve que RA est égal à 1020, 1120 kilonewtons vers le haut comme ça. OK, j'ai besoin de ça. On n'oublie pas de trouver cette réaction. Alors, ici, on a la réaction. OK? Alors, si je prends cette première coupe ici, je prends ce DCl, et je prends ce DCl du free end et je l'analyse. Et on a vu comment le faire en ligne. On va juste mettre une force axiale en tension pour débuter. Et on fait ensuite la somme des forces equals 0. Alors, on va voir moins 400 moins NBC equals 0. NBC est égal à moins 400 kilonewtons. OK? Et de la même façon, si on prend ce DCl ici, OK? Ça c'est NAB. Si je fais somme des forces equals 0, j'ai moins 400, moins 720, moins NAB equals 0. Je trouve que NAB est égal à moins 1120 newtons. OK? Si vous voulez prendre une autre option, c'est de prendre le DCL de en bas, celui-là. Mais j'oublie pas la réaction si je veux la bonne réponse. OK? Par exemple ici, c'est option 2. Et je fais sum of forces equals 0. J'ai NAB plus 1020 equals 0. NAB est égal à moins 1020 kilonewtons. Je trouve la même chose que ici. Et alors, ça, c'est la première étape, c'est de faire ces types de coupes pour dessiner le diagramme N. Et si vous faites plusieurs de ces exemples, vous pouvez le faire visuellement. Vous n'avez même pas besoin de faire ces coupes. C'est très facile. Qu'est-ce qui arrive chaque fois que vous avez une charge concentrée? Ça cause soit une augmentation ou une descente dans le diagramme N.
C'est comme qu'on a vu dans le diagramme V. Vous vous souvenez? Quand on a une force concentrée, ça cause un saut vers le haut, vers le bas dans le diagramme V. C'est la même chose ici. Quand vous avez une force concentrée axiale, ça cause un saut ou une descente dans le diagramme N. Alors, par exemple, ici, si je commence du 400 kN, il va certainement causer quoi? De la compression ou de la tension ici? Si j'écrase la colonne comme ça, c'est sûr, c'est de la compression. OK? Alors, ça va aller comme ça. Moins 400, comme on a trouvé. OK? Ensuite, ça va rester constant comme ça jusqu'à que je suis au point B, quand j'ai cette autre force concentrée. Alors, entre les forces, il n'y a rien qui arrive. Jusqu'aux positions où j'ai les forces, on va voir soit une augmentation, une descente ou une diminution. Alors, ici, j'ai 720. Encore une fois, ça va causer de la compression. Alors, je vais augmenter comme ça et ça va rester jusqu'à la fin ici. Est-ce que tout le monde a vu que j'ai pu vérifier ça visuellement, que ça marche, mes calculs, et je peux vérifier mes calculs que j'ai faits visuellement. OK. Alors, essayez les exemples précédents que j'ai faits. OK? Essayez de faire comme visuellement. Vous allez voir, c'est très facile si vous comprenez qu'est-ce qui arrive. OK? Alors, si maintenant on nous demande de trouver les contraintes dans les éléments A, B et B, C, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste utiliser notre formule de contrainte axiale. OK? Alors, si je veux trouver, tout le monde a terminé ici? Oui? Oui. Alors, si je veux trouver la contrainte dans l'élément AB, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste prendre la force dans l'élément AB divisé par l'aire de l'élément AB. Alors, on avait une force de moins 1020 kilonewtons. Je vais faire attention de le mettre en newton. Divisé par l'aire de section, c'était 11 000. Alors, si je fais ça, je vais trouver combien? Moins 101,8 MPa et c'est de la compression. OK, si je veux trouver la contrainte dans l'élément B, c'est le même concept. Moins 400 kilonewtons. Je le mets en newton. L'aire de section, c'était 3900. OK, ici, je trouve moins 102,6 MPa en compression. OK? Alors, vous voyez que les contraintes sont assez similaires et parce que ça, c'est un problème un petit peu plus pratique. Vous voyez ici dans la structure comment ils ont utilisé une section qui est plus petite ici, ensuite qui est plus grande. C'est pour assurer, probablement, ils ont fait le design pour une contrainte de approximativement 100 MPa. Alors ici, c'est sûr, ils ont utilisé une section qui est plus grande, ici qui est plus petite. Et à la fin, vous avez vu, ils ont presque les mêmes contraintes ici. OK? OK, ensuite, on nous demande, si nous demande contrainte max, c'est les deux, c'est le 102,6, right? On va prendre la plus grande entre les deux. Ensuite, si nous demande, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande le raccourcissement de la colonne de C par rapport à A. Alors, on veut trouver delta C par rapport à A. Alors, je vais juste prendre le E, toutes les élongations ou les raccourcissements des membrures, des éléments entre les points. Alors, je vais prendre ECB plus EBA. EBC.
plus EAB. OK? Alors, le EBC, c'est juste la force axiale NBC multiplié par la longueur BC divisé par le module EBC et l'aire de section BC. Même chose pour celle qui est reliée à AB. Alors, c'est NAB, longueur AB divisé par module AB, l'aire de section AB. Alors, si je fais ça, je fais attention avec mes unités. Qu'est-ce que je vais avoir? Alors, force axiale AB, on avait moins 400, 10 à la 3. La longueur AB, c'était combien? Si on lit le problème, c'est 3,75 mètres. Alors, 3750 millimètres. Le module, c'est 206 GPA. Alors, c'est 206, 10 à la 3, si je veux le mettre en MPa. Ça, c'est Newton par millimètre carré. Et l'aire de section, c'était combien? C'était 3900 millimètres carrés. C'est la même chose pour le deuxième élément. Oups, ça c'est BC. Alors, j'ai fait une erreur ici. Ok, vous pouvez juste dire ça c'est AB. Ok, c'est celui-là. Juste inverser l'ordre. OK, ensuite, pour BC, celui-là, on a la force. Oh non, une seconde. Je m'excuse. Non, c'est correct, c'est correct. C'est correct, ça c'est BC. Right. On a une force axiale dans BC de 400 kN. On a l'aire de section qui est 3900, là c'est correct. OK? Ensuite, pour AB, j'ai la force axiale, c'est moins 1020, 10 à la 3. Ensuite, j'ai la longueur 3750 millimètres. Ensuite, j'ai le module 206, 10 à la 3. Et j'ai l'aire de section qui est de 3900. OK, si je fais ça, je vais trouver combien? OK, vous devriez trouver moins 3,72 millimètres. De quoi? Ah oui, c'est 11 000, c'est vrai. Ici, c'est 11 000. OK, il faut faire attention avec les éléments. OK. Il y a une dernière question qui nous demande. Il nous demande quelle charge supplémentaire peut-on ajouter si delta AC ne peut pas dépasser 4 mm? On vient de trouver que avec ce chargement, on trouve le total, c'est moins 3,72 mm. OK, premièrement, c'est vers quelle direction ici? Ça, c'est vers le bas, c'est un raccourcissement de la colonne. OK, ça fait du sens, c'est juste de la compression dans ce problème. OK? Ensuite, il nous demande quelle charge supplémentaire est-ce que je peux ajouter ici?
pour assurer que le raccourcissement total de cette structure ne dépasse pas 4 mm. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter en plus pour pas dépasser le 4 mm? OK? Ici, on va utiliser quelque chose qui s'appelle la superposition. OK? Alors, je sais déjà sous l'effet des forces qui sont montrées, j'obtiens un déplacement vers le bas de 3,72 mm. Je peux analyser la structure juste sous l'effet de cette charge euh, supposée ici, la charge supplémentaire, P supplémentaire, pour voir c'est quoi le déplacement pour juste cette force. OK? Alors, ce que je vais faire, je vais trouver quelque chose, je vais dire E plus E prime. Je veux avoir 4 mm au total. Le E, je viens de trouver, c'est 3,72 mm. Alors, je vais essayer de trouver le E'. Le E', OK, vous pouvez voir ici, si j'ajoute juste une force P et j'analyse la structure juste sous l'effet de cette force P, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir de la compression dans les deux éléments et ça va juste être égal à P. Alors, je peux trouver ce déplacement supplémentaire. Ça va juste être P supplémentaire. Ensuite, je vais multiplier ici par LBC, EBC, ABC, plus LAB, EAB, RAB. OK? Alors, si je fais ça, et j'ai la force P supplémentaire, la longueur ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3750. Le module, j'ai 2006. Ici, j'ai 3900 plus 3750, 206 et 11 000. OK? Si je veux, je peux mettre ça times 10 à la 3. Et ici, times 10 à la 3. Times 10 à la 3. Mais ils vont tous s'annuler ici. Toutes ces 10 à la 3. OK? Alors, si je fais ça, je vais trouver, c'est égal à P supplémentaire multiplié par, ça devrait être moins. P, ici, il y a un moins. Moins, moins P supplémentaire multiplié par 0,00632. OK, ça, c'est mon E'. OK, alors, je peux revenir ici. Alors, j'ai E plus E' égale 4 mm. Alors, E, on l'a trouvé, c'est 3,72 mm. Le E', c'est moins 3,72 mm, right? Parce que c'était négatif. Plus, moins P supplémentaire multiplié par 0,00632. Et ça devrait être moins 4 parce que c'est raccourcissement. Moins 4. OK? Juste faites attention avec les signes. Il y a un moins ici. Là aussi, il y a un moins. Ici, il y a un moins. Tout ça, c'est moins. Et parce que c'est raccourcissement et c'est de la compression. Alors, si je fais ça et je résous pour P supplémentaire, je vais trouver que P supplémentaire est égal à 44,3 kN. Alors, ça, c'est la réponse. Alors, ça, c'est ce que je peux ajouter en plus pour ne pas dépasser le 4 mm au total. C'est clair, ça? Oui. Pourquoi?
Pourquoi moins P supplémentaire? Parce que j'ai supposé que le P est vers le bas. OK? Si je fais une coupe pour trouver les forces axiales internes dans CB, ça va être moins P, right? Même chose dans AB, ça va être moins P aussi. C'est clair? Ça, c'est pourquoi. On va voir dans les membrures hyperstatiques, on va utiliser un concept similaire. Le dernier problème que je vais faire aujourd'hui, on va voir, on va utiliser le même concept pour le résoudre. C'est bon pour cette page? OK. Alors, comme j'ai mentionné pour les diagrammes axiales, vous pouvez réviser ces problèmes qu'on a fait avant et les problèmes qu'on a fait en ligne. Et par exemple, celui-là, ok, j'ai montré comment trouver toutes les forces internes, mais encore une fois, vous pouvez le faire visuellement pour vérifier. Ok, si je commence ici de 0, et toujours je vais commencer de 0 comme ça, j'ai ma force de 12 kN. Ok, si je fais une coupe ici, qu'est-ce que ça devrait faire ici? Ça devrait causer de la tension dans la membrure. Alors, je vais sauter ici de 12. OK? Si je viens, ça va rester constant jusqu'à ici. Ensuite, j'ai 18 ici qui va vers la gauche. Ça va aussi causer de la tension si je commence de la gauche. Right? Alors, je vais monter ici de 18. Tout le monde a vu ça, que je suis arrivé à 30. Ensuite, je reste à 30 jusqu'à la force de 8 kN. Maintenant, le 8 kN, il va causer un saut négatif dans mon diagramme N. Alors, je vais descendre jusqu'à 22. Ensuite, je reste jusqu'à 22 et ensuite, j'ai ma force ici de 22. Ça ferme, tout est correct. OK? Même chose ici, si j'avais une connexion fixe, j'ai mentionné, il faut premièrement trouver la réaction et ensuite vous pouvez continuer pour le reste. Alors ici, la réaction, ça serait il ne faut pas l'oublier, il y a une réaction ici de 12 kilonewtons. OK, alors c'est le même concept. Si j'inclus celle-là, le 12 kilonewtons, je vais trouver le même diagramme N ici. Et même chose pour ce problème. Si vous regardez le diagramme, il commence ici 0. Ensuite, j'ai le 4 kN, ça va causer un saut positif. Alors, je suis à 4. Ensuite, ça va rester constant. Ensuite, ici, le total, c'est de 20. Alors, ici, ça va causer une descente de 20. Alors, je vais arriver ici à moins 16. Ensuite, je reste constant. Ensuite, j'ai ici le total, c'est 24. Ça va être un saut positif de 24. Alors, je vais arriver à 8. Et ensuite, je reviens ici à 8 et 0. OK? Alors, visuellement, vous pouvez toujours vérifier des choses. Faites toujours les coupes parce que c'est plus facile pour vous. Mais ensuite, vous pouvez vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur. All right. OK. Ça, j'ai mentionné ça. Dans la théorie, pour cette formule, la force axiale doit être constante, l'aire de section doit être constante et le module doit être constant. C'est pourquoi vous avez vu, pour trouver les élongations ici, j'ai divisé ça en plusieurs éléments pour trouver l'élongation totale. Ok, par exemple, ici, on a eu besoin de deux éléments. Pourquoi? Parce que la force axiale changeait et l'aire de section changeait. Alors, vous devez toujours tenir compte de ça. Alors, par exemple, si vous avez une chose comme ça, avec une force axiale de 10 kN et c'est le même matériau avec la même section, si je dessine mon diagramme N, ça va juste être comme ça. Ça va juste être 10 comme ça, positif. OK, alors le nombre de divisions ici pour trouver l'élongation, c'est juste une. OK, et je vais juste faire E est égal
OK? Si j'ai maintenant la deuxième section qui est montrée ici, maintenant mon diagramme N va ressembler à quoi? Je dois premièrement trouver cette réaction. Ici, elle va être 15. Alors, mon diagramme N va ressembler à ça. 15. Ensuite, ça va être 10. Comme ça. OK, alors ici, j'ai le même matériau, la même section, mais qu'est-ce qui est arrivé au diagramme N? J'ai une variation dans le diagramme N. Alors, combien d'éléments j'aurais besoin ici pour calculer l'élongation totale ou les déplacements total de cette structure? J'aurais besoin de deux. Une ici et une ici. Alors, je vais avoir E est égal à ça. OK? Si je continue avec un autre cas, par exemple, j'ai ça. OK? Maintenant, j'ai une force constante ici au bout. Alors, je vais avoir un diagramme N comme ça. C'est juste 10. Mais qu'est-ce qui arrive? Ici, j'ai l'aire de section 1. Ici, j'ai l'aire de section 2. Alors, même si la force est constante, combien de subdivisions est-ce que j'ai besoin pour trouver le déplacement total de cette structure? Encore une fois, j'aurai besoin de deux subdivisions ici. Donc, je vais avoir E qui est égal à N1. OK? Même chose, j'ai la structure comme ça. J'ai mon même diagramme N. Il va être 10. Mais ici, j'ai deux matériaux. Alors, disons, ça, c'est le module d'élasticité 1 et ça, c'est le module d'élasticité 2. Encore une fois, parce que j'ai un changement de matériaux, j'aurai besoin de faire deux subdivisions ici pour trouver l'élongation totale de ça. All right? Alors, ça, c'est juste pour expliquer ça avec des cas simples. Parce que pour cette formule, ces choses doivent être constantes. Chaque élément que je choisis doit avoir un n constant, une aire de section constante et un module de section constante. Alors ça, c'est comment vous allez savoir combien de subdivisions vous devez faire dans votre structure. C'est clair ça? All right. Alors, par exemple, cet exemple ici, si on dessine, essayez de dessiner le diagramme N plus tard. OK, alors, si on prend celui-là, si je dessine le diagramme N, le diagramme N va ressembler à quoi? Premièrement, on a besoin de la réaction. La réaction est combien ici? Juste visuellement, c'est quoi la réaction? Il est de 4 kN vers le haut comme ça. OK, si je fais le diagramme N, encore une fois, il faut le faire avec les coupes, mais vous allez trouver ce résultat. Alors, ça devrait être -1 comme ça. Ça va être -1 comme ça. Ensuite, j'ai le 3 kN. Ça va causer un saut positif dans mon diagramme N. On va arriver à 2. Ensuite, je continue
jusqu'à ce point. Et maintenant, j'ai 6 kilonewtons. Je devrais arriver à 4 ici. Ensuite, je continue comme ça et comme ça. OK, essayez plus tard. OK, il faut faire les coupes entre les forces, faire le DCL. Vous allez trouver ce diagramme ici. Alors, par exemple, ici, dans ce problème, si je fais 3 divisions, est-ce que c'est correct? OK, disons ici, celui qui est en gris foncé, c'est un matériau. Le gris qui est un petit peu plus clair, c'est un autre matériau. OK, disons ici, on a A1 et E1. Ici, on a A2, mais c'est un autre matériau. Je veux dire A1, de même section, mais je change de matériau. Alors E2. Ici, dans cette partie, j'ai A2 et E2. Alors, c'est sûr, ce n'est pas 3 divisions. Si je fais juste l'élongation de la première partie, plus l'élongation de la deuxième partie, plus l'élongation de la troisième partie, ce n'est pas 100% correct. J'ai besoin d'autres divisions. Le nombre de subdivisions que j'ai besoin, c'est combien ici? 5. Vous trouvez E, A, F. OK, ou delta F. OK, alors j'ai besoin de 5 subdivisions. Alors, vous avez les 5 ici. Alors, vous pouvez penser de ça plus tard parce que vous avez soit une variation de force, soit une variation d'air, soit une variation de module. Dans chaque subdivision, vous devez avoir des choses qui sont constantes. OK? Bon, ça, c'est pour ça. OK? Une autre chose que vous pouvez avoir, c'est au lieu d'avoir une aire de section ou une force qui... OK? Alors, par exemple, ici, vous avez une variation de section. Dans ce cas, je dois utiliser la formule qui est montrée ici pour trouver la réponse. OK? Alors, disons, vous avez quelque chose comme ça. L'aire de section varie sur toute la longueur. Alors, je vais avoir une équation AX. Ça ne va pas être juste A. C'est une équation pour AX. Alors, si on prend ce problème ici, on veut trouver l'élongation AB sous l'effet de cette charge de 100 kN. Et on nous donne les dimensions et toutes les choses. Alors, qu'est-ce qu'on doit trouver premièrement? On doit trouver une formule pour AX. Et je peux dire AX, ça va avoir une variation ici. Dans ce problème particulier, c'est l'épaisseur ou la largeur qui varie sur la longueur. Alors, je peux dire la largeur WX, une fonction pour ça, multiplié par quoi? Par, par l'épaisseur. Qu'est-ce que vous pensez de ça en 3D? Ici, l'épaisseur, cette épaisseur ici de 20 mm. C'est ça? Et alors, je peux dire ça, c'est l'aire de section sur n'importe quel point X. Et si je dis ça, c'est X comme ça, je peux trouver ça. Alors, si j'écris ça, pour le WX, si j'écris une fonction pour le WX, ici j'ai le W1, ici j'ai le W2. Je vais trouver
C'est quoi ça? WX. Alors, WX, ça va juste être 40 plus 80 X sur 10 000. Ça, c'est en millimètres. OK? Vous pouvez penser de ça parce que ici, c'est juste un triangle. Un triangle. Alors, je peux utiliser les triangles semblables pour trouver cette formule pour WX. Ensuite, pour l'aire X, c'est juste l'épaisseur de 20 multiplié par ça, ce qu'on vient de trouver. Et les unités ici, ça c'est millimètre carré. Ça c'est millimètre. Et alors, ça c'est ma formule pour AX. Mais ça va être différent pour différents problèmes. OK? Il faut trouver la fonction pour décrire l'aire de section. Ici, c'est comme ça. Alors, maintenant que j'ai l'aire de section AX, je peux trouver l'élongation. Ça va juste être N sur E. Et ensuite, ici, je vais avoir AX, DX. Alors, on va le faire sur la prochaine page. Est-ce que tout le monde a terminé ici? Et si je développe ça, qu'est-ce que je vais obtenir ici? J'obtiens 800 plus 0,16x. OK? Alors, si je vais à la prochaine page, je vais aller à la prochaine page. Alors, j'ai l'aire de section maintenant, on vient de le trouver. C'est, si on l'écrit encore, on avait 20 multiplié par 40 x plus, et alors, on a trouvé, ça c'est 800. euh, qu'est-ce que j'ai fait ici? Non, il n'y a pas de x ici, c'est ici. C'est ça? Yeah. OK. Alors, j'ai 800 plus 0,16x. Encore une fois, les unités, c'est millimeters squared. OK? Alors, maintenant, je peux trouver cette élongation, comme on vient de dire. C'est juste n sur E, AX, DX. Si je fais ça, qu'est-ce que j'ai? Ok, je vais faire attention avec les unités. Ici, je vais avoir 100 kilonewtons. Alors, 100, 10 à la 3 newtons. Le module, si vous lisez la question, c'est 200 GPa. Alors, ça, c'est 200 10 à la 3 MPa. Ensuite, j'ai l'intégrale de 0 jusqu'à 10 000. Et ensuite, j'ai ça. OK? Alors, il faut
se rappeler de ce qu'on avait vu dans nos cours de calculus. Ça, c'est la formule pour résoudre ce type d'intégrale. Alors, si je fais ça, qu'est-ce que je devrais obtenir? Je vais obtenir E est égal quoi? Ça ici, tout ça, et un demi. Alors, si je fais ça, je devrais obtenir 1 sur 0,32 ln 1600 plus 0,32x. Et je vais faire de 0 jusqu'à 10 000. Je vais obtenir plus 3,43 millimètres. OK? Alors, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est le même concept. La seule chose ici, on a une aire de section qui est continuellement variante. Alors, je ne peux pas juste utiliser NLAE. Je dois utiliser une fonction pour l'aire de section variante. OK? Si vous aviez quelque chose comme ça, et c'était dans les devoirs passés, je l'ai enlevé. Un exemple de moins dans le devoir 5. Mais dans le devoir 5 passé, on avait un problème comme ça. Si je voulais trouver comme l'élongation de cette structure, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer par dessiner mon diagramme N. Qu'est-ce qu'on va avoir pour le diagramme N? Ici, on va avoir 40 positif. Et ça va rester comme ça. Ensuite, j'ai mon 50 kilonewtons. Ça va faire une descente de 50. Et ensuite, ça devrait rester constant comme ça. Ensuite, je vais sauter de 50. Alors, je vais arriver à 40. OK? Encore une fois, il faut faire les coupes. OK? Je le fais visuellement parce que avec beaucoup de pratique, comme j'ai mentionné, vous allez être capable de le faire visuellement. Mais si vous faites les coupes, vous allez trouver un diagramme N qui va ressembler à ça. OK? Alors, ici, pour trouver ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais subdiviser en trois éléments. Ici, un, 2, 3. Alors, pour un, c'est juste N, L, A, E1. Et pour E3, c'est juste N3, L3, A3, E3. Mais pour E2, je ne peux pas utiliser la formule qui est montrée là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire N2 divisé par module E2. Et ensuite, je vais trouver une fonction AX comme on a fait dans le problème en haut. OK, je vais le faire comme ça. Et ensuite, le E total, ça va être E1 plus E2 plus E3. Et je ne vais pas vous demander quelque chose comme ça avec des sections variantes, mais ça, c'est comment on le trouve. C'est clair, ça? Et peut-être il faut se penser un petit peu. Tiens. Comment est-ce que dans le LM,
1600 plus 0,32. Yeah, c'est juste, premièrement, il y a un demi à l'extérieur. Alors, j'ai juste multiplié le 2 à l'intérieur. Alors, c'est devenu 1600 plus 0,32 x. OK? Ensuite, j'ai utilisé cette formule ici. 1 over a, right? Le a, c'est 0,32. Ln b, le b, c'est 1700 plus a, c'est 0,32. C'est ça? C'est clair? À cause de un demi qui est à l'extérieur, j'ai juste multiplié à l'intérieur. Yeah. OK. Alors, il y a d'autres types du même type avec des choses où les choses sont variantes. OK. Par exemple, ici, il considère le poids de cette structure. OK. C'est une grande, un silo, je pense. C'est une grande structure et ça a un poids assez grand. Alors ici, la force va varier. Ok. Au lieu d'être une force constante, ça va être une force qui varie sur toute la longueur parce que le poids, il varie dépendamment du volume. Donc, c'est le même concept. Même chose ici. Maintenant, on a une section qui est variante, mais la forme est différente. Alors, c'est le même concept, mais il faut trouver une formule pour ce AX. Ok, même chose ici. Ok, je ne vais pas vous demander quelque chose comme ça. Et c'est juste comment on va le faire. Et une autre chose que je n'ai pas mentionnée dans la théorie, c'est les changements de température. On a vu les forces axiales, ça peut causer des changements de longueur. Mais aussi les changements de température, ça va faire la même chose. OK? Alors ici, j'ai un élément avec une température initiale et ensuite je change la température par delta T. Ça va aussi causer une élongation ou un raccourcissement dans la structure. Comment on trouve ça? On utilise la formule qui est montrée ici. Ici. OK? Alors, pour l'élongation due à une force axiale interne, on a vu c'est PLEA. Pour le changement de température, vous voyez, il n'y a pas de force ici. C'est juste le coefficient de température. Chaque matériau, comme il a un module d'élasticité, il va aussi avoir un coefficient thermique. Et alors, c'est alpha. Ensuite, on a le changement de température delta T et la longueur initiale de la structure. OK, alors, par exemple, ce problème. Disons, vous avez cette structure, il y a une force externe de 5000 pounds et on a en plus de ça, ils nous disent que la barre se refroidit par 50 degrés Fahrenheit. OK? Alors, on va faire comme d'habitude, considérer l'effet des changements de longueur dus aux forces axiales. Alors, je trouve ça. Et ça, c'est ce qu'on a déjà vu. OK? Mais en plus de ça, on va inclure l'effet qui est dû au changement de longueur. Alors ici, cette partie. Et alors ça, c'est le delta thermique que vous voyez ici. Alors c'est comment on le trouve? C'est juste alpha, delta T, L, longueur initiale. Ok. Alors le alpha ici est de -8, le delta T c'est 50 degrés et la longueur initiale. Ok. Alors vous pouvez prendre ça et vous allez voir, ça va contribuer au changement de longueur ici. OK? Ça, c'est un petit peu plus avancé. Mais si vous avez quelque chose de hyper statique, alors il est fixe sur les deux côtés, ce changement de longueur même peut engendrer des forces. OK? On n'a pas de force externe, mais on a un changement de longueur et les deux côtés sont fixes. Alors c'est hyper statique. Dans ce cas, ça va causer des forces internes. OK? Alors ça, vous pouvez voir ça plus tard, mais c'est plus avancé. Et ça, c'est à cause des changements de longueur. OK, alors ça, c'était pour les problèmes isostatiques. Pour nous, l'important, c'est de se concentrer sur les types de problèmes qu'on a fait en ligne et au début de la classe. OK,
Il y a un autre type de membrure qui est aussi isostatique avant d'aller aux parties hyperstatiques. C'est si vous avez un système de membrure axiale comme ça. Alors ici, ça peut être quelque chose comme ça, comme il est montré ici, ou par exemple, vous pouvez avoir une structure comme ça, comme ça. Ça, c'est des structures isostatiques avec un système de membrure axiale. OK, alors, disons, vous avez cette poutre AB, les poteaux AC faits d'acier avec un module qui est donné et avec un diamètre qui est donné. Même chose pour BD, on nous donne le module et le diamètre. On veut trouver le déplacement du point F sur la poutre et cette poutre est rigide. Alors, dans ces types de problèmes, ici, on a une poutre rigide. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est rigide? Il ne va pas avoir de flexion dans la poutre. Elle va rester comme, elle est pensée d'une poutre qui est très, très épaisse, qui ne va pas être capable de se déformer. Alors, elle va rester avec la même section et elle va juste se bouger avec les déplacements des membrures axiales. Alors, ici, on a des membrures axiales. OK? Alors, première chose qu'on va faire, c'est un sommaire de nos propriétés. Alors, si je commence avec l'élément AC, alors on a un module ici AC qui est égal à combien? C'est 200 GPa. Ça, c'est celle-là. Ensuite, j'ai une aire de section. Si vous lisez la question, il y a un diamètre de 20 mm. Donc, l'aire de section, c'est 314 millimètres carrés et la longueur de AC, c'est 300 millimètres. OK? Ensuite, vous avez l'élément BD. Alors, le module pour celle-là, c'est 70 GPa. L'aire de section de BD, celui-là est 40 mm. Alors, pareil sur 4, 40 au carré. Je trouve 1256 mm carrés. Et la longueur BD, c'est encore 300 mm. OK. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans ces types de problèmes? Je dois trouver la force axiale dans les membrures axiales. Ensuite, je dois trouver comme l'élongation ou le raccourcissement de chacune de ces membrures axiales. Et ensuite, je vais utiliser les triangles similaires pour trouver les déplacements à n'importe quel point sur cette poutre rigide. OK? Alors, c'est ça les étapes. Alors, premièrement, je vais trouver les forces ici dans les membrures axiales. Alors, on a notre membrure axiale. OK? C'est A, c'est B, ça c'est F. On a une force ici. Une force ici de combien? 90 kilonewtons. Et cette distance, je n'ai pas dessiné à l'échelle. Ici, ça c'est 200 millimètres. Ici, c'est 400 millimètres. OK? Alors, je vais commencer par trouver les forces axiales dans ces membrures.
Alors, je peux commencer, si je ne sais pas, c'est en compression ou tension, les mettre en tension comme ça. Alors, ici, on a NAC. Ici, on a NBD. OK? Si je prends sum of moments de A equals 0, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, et je travaille en mètres ici, je vais travailler en kilonewton, les mètres. Alors, j'ai moins 90 kilonewtons multiplié par 0,2 moins NBD multiplié par quoi? 0,6 equals 0. Alors, je vais trouver que NBD est égal à moins 30 kilonewtons. Alors, c'est en compression ici. Ensuite, si je fais sum of Fy equals 0, j'ai moins NAC moins 90 moins NBD. On vient de le trouver, c'est moins 30 equals 0. Alors, NAC est égal à moins 60 kilonewtons. Il est aussi en compression. Alors, en réalité, ces forces, comme vous voyez, celui-là, il est vers le haut. Celui-là aussi, il est vers le haut. C'est des forces de compression. Et parce que j'ai supposé tension, j'ai trouvé négatif. Alors, c'est compression en réalité. OK, alors j'ai maintenant mes forces. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? On a dit la poutre est rigide. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver le raccourcissement de cette colonne BD et de cette colonne AC. Et ça va être égal au déplacement au point A et B. Si je sais les déplacements au point A et B, est-ce que je peux trouver le déplacement au point F? Oui, juste en utilisant les triangles similaires. Alors, c'est ça la prochaine étape. Je trouve c'est quoi les changements de longueur dans BD et dans AC. On a terminé ici. OK? Alors, on va trouver ça. Alors, les élongations des membrures axiales, c'est des contractions, en effet. C'est E, E, A, C. Ça, c'est N, A, C, L, A, C. OK. Alors, c'est quoi la force axiale qu'on a trouvée dans AC? C'était moins 60 kilonewtons. Alors, moins. La longueur, c'était combien? 300 millimètres. Le module pour AC, c'était 200 GPa. Donc, 200 MPa. Et l'aire de section, c'était 314. Et si vous faites ça, vous devriez trouver moins 0,286 mm vers le bas. Et si je fais la même chose pour le, le BD,
OK. Alors, pour celui-là, on a trouvé combien? On a trouvé moins 30 kilonewtons. La longueur, c'est aussi 300. Le module, cette fois, c'est 70. C'est ça? Et l'aire de section, on a trouvé 1256. Alors, si je fais ça, je trouve moins 0,102 millimètres. Lui aussi, il est vers le bas. OK? Ensuite, on sait quoi? Parce que c'est cette poutre rigide, elle est connectée au point B, au point A et B à ces colonnes. Je sais maintenant le déplacement au point A. Tout le monde est d'accord? Si je sais que AC, c'est raccourci de moins 0,2 moins 0,286. C'est quoi le déplacement du point A? C'est la même chose, 0,286 vers le bas. Même chose pour le point B. J'ai calculé pour la membrure BD, il y a un raccourcissement ou un déplacement vers le bas de moins 0,102 mm. Alors le point D, il va se déplacer vers le bas de combien? De 0,102 mm. Il y a une compatibilité géométrique entre la poutre et les membrures axiales. Alors ça, c'est en effet égal au déplacement A. Et ça, en effet, c'est égal au déplacement au point B. OK? Alors, j'ai ma poutre rigide encore. Elle est ici. Ça, c'est la poutre rigide initiale. On a le point A. On a le point B. On a le point F. Ça, c'est où on avait cette force. Ici. C'est 90. Yeah. Et ici, on avait 200 millimètres. Ici, on avait 400 km. On vient de trouver que le déplacement au point A, c'est combien? 0,286 vers le bas. C'est quoi ça? Ça, c'est delta A. OK? On a aussi trouvé le déplacement au point B. C'était combien? C'est 0,102 mm. Et ça, c'est égal à delta B. La poutre doit rester rigide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça reste rigide. Ça reste comme droite. OK? Ça ne peut pas comme avoir une flexion. OK? C'est tellement fort, même avec le 90 kN, il n'y a pas de flexion dans la poutre. Alors, elle reste rigide. Alors, elle va rester comme ça. Right? Ça va être ça. Son déplacement. Alors, avec ça, est-ce que je peux trouver le delta F? Oui. Maintenant, je vais être capable oups, de trouver ça. OK, alors je vais être capable de trouver ça comme il est montré dans cette figure ici. Alors, je vais juste utiliser les triangles semblables ici. Alors, je vais être capable de trouver ça. Alors, le delta F, ça va être égal à quoi? Si j'utilise les triangles semblables, ça va être égal à delta B. OK, ça, c'est delta F, le total. OK? Delta B, si je sais celui-là, ça c'est delta B. Alors, celui-là est aussi delta B. C'est égal à 0,012. Alors, c'est delta B plus delta prime. Cette partie ici, c'est le delta prime. OK? Alors, ça va être
0,012 plus, c'est quoi le delta prime? Et je dois utiliser les triangles similaires. Alors, si je prends la différence entre celui-là et celui-là, et qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir la différence ici, 0,184. Alors, c'est 0,184 et ensuite, en utilisant les triangles similaires. Alors, je vais faire 400 sur 600. Ou, yeah, yeah, parce que toutes les choses ici sont en millimètres. Alors, si je fais ça, je vais trouver 0,225 millimètres vers le bas. OK? Oui. Le? Le deuxième, le delta K. Yeah. D'où ça vient? Yeah, c'est ici. C'est juste ça. Alors, au point B, on a 0,102. Au point A, on a 0,286. Si tu prends la différence entre deux, j'ai trouvé 0,184, mais je veux trouver ça. Right? Je veux trouver cette valeur. Ça, c'est 0,184. Le delta prime, c'est juste la partie ici au milieu que j'ai mis en vert. C'est clair? Alors, le rapport entre le 400 et 600. Yeah, le 400, 600, parce que c'est un triangle. Je sais la différence au point A, le vert, c'est 0,184. Right? Je sais la distance totale, c'est 600, si je pense d'un triangle. 600, j'obtiens 0,184. Si je suis à 400, ça, c'est mon delta prime. Alors, je fais le ratio. C'est clair? Yeah. Et c'est juste les triangles semblables. OK. Alors, ça, c'était, je pense, le dernier problème qui est isostatique. Alors, si vous avez des choses comme ça, il faut utiliser la même chose, le même concept. Ici, en effet, c'est hyperstatique, mais c'est le même concept. Alors, je dois trouver les forces internes ici dans les membrures axiales. Je vais trouver les élongations dans chacune des membrures. Je sais les membrures axiales sont connectées à ces points. Alors, je sais les déplacements à ces points. Si je veux trouver les déplacements à n'importe quel autre point, je vais utiliser les triangles semblables. Oui, oui. OK, on doit avancer parce qu'il y a plusieurs types de problèmes hyperstatiques. Et ça, c'est un autre même type. OK, alors on a vu dans la deuxième partie de la théorie, il y a divers types de membrures hyperstatiques. Il y a des membrures qui sont coaxiales et il y a des membrures qui sont en série. Alors, divers exemples ici. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je vais commencer avec les membrures en série et ensuite on va revenir aux membrures coaxiales. Alors, je vais commencer avec ce problème ici, 3. OK? Pour ces membrures qui sont ici en série, si vous avez deux éléments en série, il y a une certaine procédure qu'on va utiliser maintenant. Et si vous avez plus que deux éléments, il faut utiliser une autre procédure. Alors, on va commencer avec un problème comme ça où on a deux membrures en série et on veut trouver ici les forces axiales, les contraintes et les autres informations. Alors, ici, pourquoi il est hyperstatique? Parce que je ne vais pas être capable de trouver les forces internes. Et c'est quoi le problème avec ce type de problème? Je ne peux pas juste utiliser les équations d'équilibre pour trouver les forces internes, comme on avait fait avant. Je vais être bloqué parce que je ne sais pas les réactions.
Il y a deux réactions. Il y a une seule équation qui est disponible pour les forces axiales, la somme des forces. Alors, je vais être bloqué. Alors, à cause de ça, je dois utiliser quelque chose d'autre qu'on a mentionné. On va utiliser les équations d'équilibre. Hein, plus quelque chose d'autre qu'on appelle la compatibilité. OK? C'est ça ce qui va nous laisser être capable de résoudre ce problème. Alors, si j'ai quelque chose comme ça, et c'est fixe ici et fixe ici, c'est quoi l'équation de compatibilité ici? Et c'est quoi l'équation de compatibilité ici? Si je dis ça, c'est élément 1 et ça, c'est élément 2. C'est quoi notre équation de compatibilité dans ce cas? E1 plus E2 doit être égal à 0. Et ça, c'est notre équation de compatibilité. Si j'ai le même type, comme dans le problème qu'on va voir maintenant, alors encore une fois, c'est quasiment fixe, mais il y a un petit espace ici. OK, vous pouvez voir, il y a un petit espace ici à la fin. Ça, l'espace, ou en anglais, il y a un gap. OK, il y a un petit espace libre à la fin. Dans ce cas, je vais faire E1 plus E2 est égal à cet espace ou le gap. OK? Alors, c'est ce qu'on a dans ce problème. Il y a un espace ici de 1 millimètre. OK? Normalement, c'est fixe, mais ici, il y a un petit espace de 1 millimètre. Alors, au lieu de 0, on va mettre le 1 millimètre dans ce problème ici. Alors, première chose, on va faire notre sommaire. Alors, si vous lisez la question ici pour l'élément, je vais dire ça c'est l'élément 1 et ça c'est l'élément 2. Pour l'élément 1, on a un diamètre de 5 millimètres. Si je trouve l'aire de section ici, vous allez trouver 19,625 millimètres carrés. OK? Le module 1, il est de 200 GPa et la longueur 1, elle est de 400 millimètres. OK? Si je prends l'élément 2, l'élément 2 ici, il a un diamètre de aussi 5 millimètres. Donc, c'est le même R. Le module 2, il est aussi de 200 GPa et la longueur 2, elle est de 800 millimètres. OK, ça c'est juste le sommaire en lisant la question. OK, alors, ce que je vais faire dans ce problème, si j'ai juste deux éléments en série avec une force comme ça, je vais juste prendre ici la partie au milieu et considérer ce DCL comme ça. Alors, c'est ce que je vais faire. OK, je vais juste couper la structure ici, prendre la partie au milieu et considérer ce DCL ici. Alors, si je fais ça et j'utilise l'équilibre, donc j'utilise des équations d'équilibre, je prends le DCL au centre ici. Alors, je vais avoir moins F1 plus 20 plus F2 equals 0. Ça, c'est en kilonewton. Alors, je peux aussi écrire F1 moins F2
est égal à 20. Ça, c'est kilonewton. Si je veux le mettre en newton, c'est F1 moins F2 est égal à 20 000. Ça, c'est newton. OK? Ça, c'est ma première équation. Tout le monde voit que j'ai un problème ici parce que j'ai deux inconnus et il y avait juste une équation disponible. Donc, je vais dire, ça, c'est mon equation 1. OK? Alors, ça, c'est avec l'équilibre. Ensuite, OK, je vais utiliser la compatibilité. Alors, je sais les relations ici, force de déplacement pour l'élément 1 et l'élément 2. Alors, on a dit ici, pour une structure comme ça, il y a un espace ici. La compatibilité, ça va être E1 plus E2 est égal à cette valeur qui est de l'espace ici. Et si j'avais quelque chose qui est sans espace, dans ce cas, ça serait E1 plus E2 equals 0. OK, mais dans notre problème, on a ça. OK, alors ça, c'est mon équation de compatibilité géométrique. Je sais E1 plus E2, comme je mentionne ici, E1 plus E2 est égal à 0, mais dans notre problème, ici, c'est égal à la valeur de l'espace ici. Alors, ce que je peux faire, je peux écrire ça. Alors, j'ai F1 multiplié par la longueur 1, c'était de 400 mm. 400. Ensuite, j'ai l'aire de section 1, c'est 19,625 mm². Le module 1, c'est 200 GPa. OK? Plus F2, la longueur de la membrure 2, c'est 800 mm. L'aire de section ici, c'est ça. Le module, c'est 200, 10 à la 3. OK? Normalement, va être égal à 0. OK? Mais dans notre problème, comme j'ai mentionné, il y a un petit espace ici. Right? Alors, on n'a pas 0. C'est combien l'espace? Ils nous ont dit. C'est 1 millimètre. OK? Alors, il faut travailler avec ça, mais vous allez trouver une équation en termes de F1 et F2. OK? Si vous travaillez avec ce que vous voyez ici, vous devriez trouver une équation en termes de F1 et F2. Et je pense que vous allez trouver ça. F1 multiplié par 0,102 10 à la moins 3 plus F2 multiplié par 0,204 equals 0. OK? Maintenant, j'ai une autre équation en termes de F1 et F2. C'est equation 2. Est-ce que maintenant je peux résoudre le problème? Oui. Égal à 1, oui. Et maintenant, j'ai deux équations. Ici, elle est en termes de F1 et F2. Ici, j'ai une autre équation en termes de F1 et F2. Est-ce que je peux résoudre pour F1 et F2? Oui. Alors, je vais prendre équation et équation 2.
Ok, je vais être capable de trouver les forces ici. Vous pouvez essayer plus tard. Et vous allez juste mettre, par exemple, F1 au terme de F2 et la mettre dans la première. Vous prendre la première et mettre F1 au terme de F2 et la mettre ici dans la deuxième. Vous allez être capable de résoudre pour une des inconnues. Ensuite, vous pouvez résoudre pour le deuxième. Alors ici, vous allez trouver que F2 est égal à moins 3400 newtons. Vous allez trouver que F1 est égal à 16 600 newtons. OK? Maintenant que je sais ça, est-ce que je peux trouver les contraintes dans les membrures 1 et 2, les éléments 1 et 2? Oui, je vais juste utiliser maintenant les équations qu'on connaît. Donc, on a 16 600 newtons pour l'élément 1. L'aire de section, c'était 19,625 mm². On va trouver 845 MPa, 845 en tension. Même chose pour l'élément 2, on a trouvé une force de moins 3400 newtons. C'est la même aire de section. Je trouve moins 173 MPa, donc 173 en compression. OK? Si je voulais trouver les réactions, ici, vous pouvez les faire plus tard. Alors, vous allez trouver que, juste en utilisant l'équilibre, vous allez trouver que la réaction A est égale à 16,16 kN et la réaction au point B, elle est égale à 3,4 kN. OK? Et si vous voulez vérifier, qu'est-ce qu'on a dit? Notre équation de compatibilité, c'est E1 plus E2. On a dit que ça devrait donner 1 mm. Si on vérifie ça, et si on calcule E1, vous allez trouver combien? Ok, vous pouvez l'essayer plus tard. Vous allez trouver 1,691 mm. Pour E2, vous allez trouver combien? Moins 0,68, quelque chose comme ça. 18 mm. Ça va être approximativement 1 mm. Et vous pouvez vérifier ça plus tard. Comment on fait ça? Si vous prenez un L1, A1, E1 comme ça, vous allez trouver que c'est approximativement 1 mm comme on avait supposé au début. OK. Yes. OK. OK. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais je veux faire le dernier qui est important. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on a ça? Et si vous avez comme trois éléments en série comme ça, il y a une autre procédure qu'on va utiliser ici. Alors, dans ce problème, on va utiliser quelque chose qu'on appelle la superposition. Alors, si je prends ce problème, il est hyperstatique. Tout le monde voit qu'il est hyperstatique. Et si je vous ai donné ça, ce problème, comme ça, et s'il était juste comme ça? Ici, est-ce que vous pouvez le résoudre? Si je vous demande ça, je vous donne celui qui est à la droite. Est-ce que vous pouvez le résoudre? Si je vous demande, dessinez-moi le diagramme N, trouvez les contraintes, trouvez les élongations, est-ce que vous pouvez le faire? Oui, parce qu'il est isostatique ici.
Isostatique, ça veut dire je peux utiliser les équations d'équilibre pour résoudre. Ici, il est hyperstatique. Alors, je ne peux pas le résoudre tout de suite. Alors, comment je vais le résoudre? OK, il y a une façon de le faire. Ce que je vais faire, dans ce problème, j'ai deux réactions. C'est ça ce qui me bloque. J'ai une réaction ici. Je vais l'appeler réaction A. Et j'ai une réaction ici. Je peux l'appeler ça ici, la réaction D. OK? Alors, ce que je peux faire, c'est prendre une des deux réactions comme mon inconnu que je veux résoudre. OK? Alors, je peux choisir la réaction A ou la réaction à D. Par exemple, si je prends la réaction à D comme mon inconnu que j'essaye de résoudre, dans ce cas, je peux dire que la structure, si je peux la décomposer en deux parties. La première partie, c'est celle-là, sans la réaction à A. Alors, avec force externe, mais sans la réaction A. OK, ça c'est le premier système. Est-ce que je peux résoudre ce premier système? Est-ce que je peux trouver le diagramme N, les élongations, etc.? Je peux le trouver. Et ensuite, je vais ajouter un deuxième système qui est comme ça. Et ça, c'est la superposition. Je peux ajouter le premier système, plus le deuxième système, je vais revenir au problème de début. Tout le monde voit ça? Et juste traiter la réaction ici comme une force externe inconnue, RA. Alors, si je prends le système 1 plus le système 2 avec cette réaction inconnue RA, je vais revenir au problème initial. Mais ici, les deux systèmes sont isostatiques. Je vais être capable de les résoudre. Alors, je vais juste prendre celui-là plus celui-là et le résoudre. Comment je vais le résoudre? Alors, je vais prendre mon premier système avec les forces externes, mais sans cette réaction A. Alors ici, encore une fois. Et alors, j'ai mon premier système avec les forces externes sans les réactions A. Est-ce que je peux trouver E? Oui. OK, ça va juste être EAB plus EBC plus ECD. Je peux trouver ça. Je vais trouver quelque chose. Right? Je vais trouver un chiffre ici. Ensuite, je vais prendre ce deuxième système et je vais prendre ce deuxième système sous l'effet de la réaction A. Je peux aussi trouver ça. Je vais appeler ça E'. OK? E', ça va juste être la réaction A multipliée par de l'élément AB plus BC, CD. OK? Est-ce que les choses ici à l'intérieur de la parenthèse, je les sais? Est-ce que je sais les longueurs? Je sais le module? Je sais l'aire de section? Est-ce que je peux trouver ici les choses qui sont à l'intérieur de la parenthèse? Qu'est-ce qui reste comme inconnu ici? C'est quoi le seul inconnu ici? C'est ça. OK? Ça, c'est la seule chose. Alors, je vais avoir E' qui est en termes de RA. Ça va être le seul inconnu. OK? Ensuite, c'est quoi la compatibilité? C'est quoi l'équation de compatibilité ici? On l'a vu dans le problème précédent, c'était quoi? Je sais, il y a un support fixe à A et je sais, il y a un support fixe à D. L'élongation totale devrait être quoi? Zéro. Right? Alors, je sais E plus E' égale zéro. Alors, avec ça, est-ce que je peux résoudre pour la réaction A? OK, pour le premier système, on a dit on peut le résoudre. Je peux dessiner le diagramme N.
Je peux trouver les forces internes. Je peux trouver toutes ces élongations. Je vais trouver un chiffre ici, right, pour E. Pour E', on a dit c'est juste A. Ça va être en termes de RA. Alors, si je fais E plus E', le seul inconnu va être quoi? Réaction A. Si je connais maintenant la réaction à A, est-ce que je peux résoudre le problème? Je peux maintenant trouver les forces internes, dessiner le diagramme N et résoudre mon problème. OK? Alors, c'est ça la façon de résoudre ce type de problème. Alors, il y a un problème ici, mais on n'a pas le temps de le faire. Est-ce que vous voulez que je poste une vidéo sur ça? OK? Je vais poster la vidéo. Ce problème est important pour notre examen final. OK? Alors, le problème, les types de problèmes qu'on a vus au début et ces types de problèmes, il faut les savoir, comment les résoudre. Alors, je vais poster une vidéo là-dessus. Il faut la voir. OK? Alors, l'examen mi-session, ça va couvrir quoi? Ça va couvrir la semaine 2. Qu'est-ce qu'on a vu dans la semaine 2? On a vu les réactions, les forces internes et les treillis. Et les treillis, ça ne va pas être sur le midterm. Alors, c'est les forces internes et réactions de la semaine 2. OK? Semaine 3, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, encore une fois, pour semaine 2, c'est réactions et les forces internes qu'on a vues. La semaine 3, qu'est-ce qu'on a vu? Comment dessiner les diagrammes V et M. Il y a une méthode avec les équations et une méthode graphique. Et là, je vais vous demander sur la méthode graphique. Et alors ça, vous pouvez vous concentrer sur ça pour la semaine 3. Et la semaine 4, on a vu les propriétés géométriques, right? Comment trouver le centre de gravité, les moments d'inertie. Et la semaine 5, on vient de voir, il y a des problèmes isostatiques et hyperstatiques. Alors, on va voir une question sur la semaine 5. C'est bon? OK? Il y a une feuille de formule qui se trouve sur le site web. Vous pouvez apporter cette feuille de formule et ajouter vos notes sur ça, mais c'est un examen fermé. Soyez à temps pour l'examen parce qu'on a exactement 80 minutes. Il y a une classe qui va avoir après. Alors, soyez à temps pour qu'on utilise le temps. Merci.